Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le message du président de la République à l'occasion de la journée nationale du Shahid, dans lequel il adresse ses salutations aux Moudjahidettes et Moudjahidines et l'expression la plus sincère de notre fidélité à nos valeureux Chouhada. Investissement, tous les voyants sont au vert pour l'investissement en Algérie à la faveur de l'amélioration du climat des affaires et pour preuve plus de 700 projets d'une valeur de plus de 889 milliards de dinars ont été enregistrés depuis le début de l'année selon le directeur général de la API. Vidéos, truquées, voix clonées, manipulation quand l'intelligence se met au service du faux. Des rapports crédibles révèlent l'existence de plusieurs officines obscures qui mènent une guerre médiatique sournoise, multidimensionnelle contre l'Algérie et ses institutions. On en parle dans un moment. Et puis on parlera de la visite de la ministre française Rachida Dati au Sahara occidental hier qui vient raviver les tensions autour de ce territoire toujours en quête de décolonisation alors que les résolutions internationales appellent au respect du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et puis on terminera avec du sport, la 10e et dernière étape du TAC 2025 ce matin, qui mènera le peloton de Ouargla Hassim Saoud sur une distance de 83 km 500. Bienvenue à tous. L'Algérie commémore aujourd'hui la journée nationale du Shahid. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message pour exprimer la fidélité et la reconnaissance d'un peuple qui était résolu à libérer une terre qui continuait à rejeter la présence coloniale par des résistances ininterrompues depuis l'arrivée des hordes d'envahisseurs barbares. Résistance après résistance, fièrement gravée à travers l'histoire nationale dans la mémoire collective de la nation. Horribles étaient les crimes perpétrés par les pseudo-défenseurs de la civilisation et de la civilité dont les illusions ont été anéanties par une révolution grandiose. Alors que nous commémorons ce cher anniversaire dans une Algérie en plein essor, ajoute le président de la République, nous nous inspirons de leur prise de conscience, de la confiance dans les atouts de notre pays et de la mobilisation de ses potentialités pour hisser l'Algérie au rang des pays émergents. Le président de la République adresse ainsi ses salutations Moudjahidettes et Moudjahidines et l'expression la plus sincère de notre fidélité et nos valeureux Chouhada qui avaient emprunté le chemin du mémorable novembre vers la victoire. Et puis la commémoration de cette journée intervient en hommage aux millions d'Algériens tombés au champ d'honneur pour le recouvrement de l'indépendance, un devoir de mémoire devant les sacrifices consentis au fil des décennies de lutte contre la colonisation française qui a pillé les richesses, torturé et décimé des populations entières et tenté d'effacer l'identité algérienne. Évocation avec Amal Borba. En cette journée nationale du Shahid, le devoir de mémoire est essentiel pour rendre hommage aux millions de martyrs qui ont donné leur vie pour que vive l'Algérie. Chargée de symboles, cette date rappelle l'héroïsme des combattants de la guerre de libération nationale, mais aussi de toutes les luttes antérieures contre l'occupation française. Si la commémoration de cet événement incarne un rappel du lourd tribut payé pour l'indépendance, c'est aussi un appel à préserver les valeurs d'unité, de solidarité et de patriotisme léguées par les Chouhada. Fidèle à son passé révolutionnaire, l'Algérie met un point d'honneur à préserver et valoriser la mémoire nationale en veillant à son enseignement aux nouvelles générations. Il faut dire que le mois de février occupe une place particulière dans l'histoire de l'Algérie. De nombreux faits marquants qui se sont déroulés durant ce mois sont liés à la lutte pour l'indépendance et la mémoire nationale. C'est le cas de l'organisation spéciale créée en février 1947, une organisation qui a été le vivier de nombreux futurs dirigeants de la glorieuse révolution, dont des figures emblématiques comme l'Arbi Ben Mehdi, Ziroud Youssef, Didouche Mourad, Abban Ramdan, Mustafa Ben Boulaïd ou encore Krim Belkacem. Mais derrière tous ces leaders historiques, c'est aussi tout un peuple qui s'est levé pour sa liberté. Car la guerre de libération nationale n'a pas été uniquement l'œuvre des chefs militaires et politiques, elle a été portée par des millions d'Algériens de tout âge et de toutes les régions du pays.
C'est durant ce mois également, précisément le 18 février 1957, que les Nations Unies ont adopté la résolution 1012 reconnaissant au peuple algérien son droit à l'autodétermination, ce qui a représenté un tournant diplomatique majeur pour l'Algérie. Ce mois de février est lié à d'autres événements douloureux qui ont marqué la mémoire collective, notamment les explosions nucléaires françaises menées à partir du 13 février 1960 dans le sud algérien, le bombardement du village de Sarkiet Sidi Youssef le 8 février 1958 ou encore la construction de lignes barbelées, minées et électrifiées ainsi que l'implantation de mines antipersonnelles en février 1959. Au-delà de la commémoration de la journée nationale du Shahid, ce mois rappelle constamment le lien indéfectible entre la mémoire nationale, le sacrifice des martyrs et les grandes décisions qui ont façonné l'avenir de l'Algérie. Et puis l'avenir de l'Algérie, c'est aussi son présent. Actuellement, tous les voyants sont au vert pour l'investissement à la faveur de l'amélioration du climat des affaires en Algérie, mais aussi à la faveur des zones économiques spéciales considérées comme outils d'attraction des investissements en Algérie. À cela s'ajoute la création de pôles industriels spécialisés dans plusieurs régions. Pour preuve, plus de 700 projets d'une valeur de plus de 889 milliards de dinars ont été enregistrés depuis le début de l'année, selon le directeur général de l'API, Omar Rekesh, en marge des travaux d'une rencontre organisée avec la délégation de l'Union européenne en Algérie qui compte renforcer son partenariat avec notre pays au cours de l'année 2025. Et en parlant d'investissement, on s'intéresse à cette usine de fabrication de gants médico-chirurgicaux implantée à Oum-le-Boigui, certifiée aux standards internationaux avec une capacité de production dépassant les 2 millions de gants par jour. Elle garantit un approvisionnement régulier des établissements médicaux à travers le territoire national, tout en développant son activité à l'export. Reportage Rina Lerari. Plus de 2 millions de gants médico-chirurgicaux sont produits chaque jour par cette usine, implantée à Ain Mlila, dans la wilaya d'Oum-el-Bouaghi. Pour réaliser ce chiffre, la manufacture d'une superficie de 15 000 m² fonctionne jour et nuit afin de produire des gants chirurgicaux à l'aide des dernières technologies. La fabrication des gants suit un processus rigoureux avec des paramètres physico-chimiques précis à respecter. On achemine la matière première qui est le latex à laquelle on rajoute des additifs pour obtenir un matériau élastique. Après un lavage à l'air chaud, les gants de consultation sont directement emballés tandis que les gants chirurgicaux subissent une stérilisation avant leur conditionnement. Certifiés CE et conformes aux normes mondiales, ces gants médico-chirurgicaux répondent aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de sécurité. Une certification qui ouvre à cette unité les portes des marchés extérieurs, en plus de consolider sa place sur le marché national. بما أن الوحدة يعني عندها دي سيرتيفيكا كما سيرتيفيكا CE ou les certificats ISO. Grâce à la certification CE et aux normes ISO 9001, 14000 et 45000, nous avons pu exporter nos produits vers divers pays dont la Libye, la Tunisie, le Sénégal, la Mauritanie, la Jordanie, le Yémen, ainsi que l'Espagne, la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, nous couvrons 100% des besoins du marché national et alimentons la pharmacie centrale. Et pour répondre à la demande croissante à l'international, une unité dédiée à la fabrication de gants exclusivement destinée à l'exportation sera prochainement mise en place. إن شاء الله خاصة بإنتاج القفازات الجراحية الموجهة للتصدير. Pour répondre à la demande croissante du marché, les 500 employés de l'usine travaillent avec le système 3x8, assurant ainsi une production ininterrompue de ces produits. Cela fait 4 ans que je travaille dans cette unité. J'ai commencé comme opératrice sur les machines avant d'être promue chef d'équipe. À présent, je suis chargée de répartir les tâches entre les employés et de superviser le bon fonctionnement des machines ainsi que l'emballage des produits. Je travaille ici depuis 2 ans. Mon rôle consiste à retirer les gants des moules et m'assurer qu'ils ne présentent aucun défaut. Avec une main-d'œuvre qualifiée et une importante production soutenue, cette usine s'impose comme un acteur clé dans le marché du consommable médical algérien qui n'importe plus ce type de produit.
Vidéos truquées, voix clonées, manipulation. Quand l'intelligence se met au service d'agendas occultes et de diffusion de discours hostiles à l'Algérie, des rapports crédibles révèlent l'existence de plusieurs officines obscures qui mènent une guerre médiatique surnoise, multidimensionnelle contre l'Algérie et ses institutions en exploitant des technologies de l'intelligence artificielle et de deepfake à laquelle l'Algérie fait face fermement à travers des applications pratiques de haute technologie développées par des compétences algériennes. Yasmine Sodi. L'Algérie est la cible d'une guerre médiatique surnoise menée par des réseaux organisés qui exploitent l'intelligence artificielle et le deepfake. Financée par des États et orchestrée depuis plusieurs capitales, cette campagne vise à attaquer l'Algérie sur plusieurs fronts. Des milliers de sites internet sont mis en place, alimentés par des journalistes de différentes nationalités. Leur mission ? Manipuler les moteurs de recherche, influencer les algorithmes et inonder l'espace médiatique d'un discours hostile. Dans la presse internationale, notamment en Europe et dans le Golfe, plusieurs rédactions sont sous l'emprise du lobby médiatique français, étroitement lié au régime du Marzen. Ce réseau, impliqué dans des opérations de désinformation et de corruption, joue un rôle central dans la diffusion d'un narratif visant l'Algérie. Les services de renseignement marocains recrutent également des journalistes de différentes nationalités pour mener des campagnes contre la politique étrangère de l'Algérie, moyennant d'importantes sommes d'argent. Dans ses récentes déclarations, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a révélé des éléments concrets sur cette guerre médiatique. Issu de milieux diplomatiques et expert en stratégie de soft power dans le domaine médiatique à plusieurs niveaux, il a évoqué l'existence de plus de 9000 journalistes à travers le monde, engagés dans des campagnes de dénigrement contre l'Algérie, suivant des agendas dictés par des cercles malveillants. Face à cette offensive, l'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, a développé ses propres outils technologiques, conçus par des experts nationaux pour contrer ces attaques et défendre son image. Des compétences algériennes qui surveillent en routine tout article publié sur l'Algérie dans les médias internationaux ou sur les réseaux sociaux. Dans l'actualité également, la visite hier de la ministre de la Culture française, Rachida Dati, au Sahara occidental, qui vient raviver les tensions autour de ce territoire, toujours en quête de décolonisation, alors que les résolutions internationales appellent au respect du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ce déplacement reflète une position qui semble ignorer les principes du droit international et les décisions de la Cour internationale de justice. Les développements avec Majda Dahmoun. En envoyant sa ministre de la Culture à l'Ayoun occupée le 17 février 2025, la France foule aux pieds la légalité internationale. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la France a choisi de faire fi de la Charte des Nations Unies qui considère pourtant le Sahara occidental comme territoire non autonome depuis 1963. La visite de Rachida Dati au Sahara occidental ne laisse plus de place au doute sur le soutien désormais explicite de la France à l'occupation marocaine. En dépit des décisions de la Cour internationale de justice qui a dernièrement confirmé l'illégalité des accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'Union européenne en violation des droits inaliénables du peuple sahraoui sur les ressources naturelles que recèle le Sahara occidental, cette visite vient s'inscrire dans une logique de légitimation d'une annexion illégale. En soutenant l'occupation marocaine, la France ignore les principes fondamentaux du droit international et les résolutions de l'ONU qui appellent au respect du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. La position de la France, notamment à travers ce déplacement, paraît en contradiction avec les principes qu'elle prétend défendre ailleurs. La France semble placer ses intérêts au-dessus de la loi, la fin justifiant les moyens. Elle a préféré s'allier avec l'occupant marocain, bafouant le droit international et le droit des Sahraouis à disposer d'eux-mêmes. Les forces d'occupation sionistes poursuivent ce mardi leur agression contre la ville de Jenin et son camp pour le 29e jour consécutif, faisant 26 martyrs et des dizaines de blessés, en plus des destructions massives d'infrastructures et de biens. Dans la bande de Gaza, une Palestinienne est tombée en martyr ce mardi suite à des tirs de l'armée sioniste, alors qu'à l'est de Rafah, 3 Palestiniens ont été blessés.
Sport pour terminer avec la 10e et dernière étape du TAC 2025 qui a pris le départ ce matin et qui mènera le peloton de Ouargla à Hassim Saoud sur une distance de 83 km 500. Et hier, le coureur algérien Hamza Amari de la team Madar Pro Cycliste s'est emparé du maillot jaune du Tour d'Algérie cycliste après avoir obtenu la 3e place lors de la 7e étape courue entre Ghardaya et Ouargla et remportée par son coéquipier Youssef Reguigui. Le compte rendu de Sid Ahmed Bouraïb. Pour cette 9e étape, les cartes ont été redistribuées, même si Madar garde toujours le contrôle. Avec une étape gagnée par Reguigui, un maillot jaune porté désormais par Hamza Amari. الحمد لله عرفنا كيفاش نميتريزيو لا فورس تاعنا حتى اخر 200 متر وكان سباق لصالح الجزائر بصفه عامه. L'étape entre Ghardaya et Ouargla est la 2e plus longue du tour. Dans un paysage semi-désertique, le peloton fend la route. La course est calme durant les 75 premiers kilomètres. Un léger vent de sable perturbe quand même les coureurs. Le peloton éclate finalement en 2 groupes. Le maillot jaune est dans le premier, mais contrairement à la veille, trouve des difficultés à se placer. Après 148 km, Hamza Mansouri de Madar s'échappe et prend 1 minute d'écart. À l'entrée de Ouargla, Mansouri est rattrapé. La victoire se joue au sprint et Youssef Reguigui franchit la ligne d'arrivée en premier avec un temps de 4h26 minutes. Hamza Amari finit 3e et prend les commandes du classement général. الحمد لله وفقنا ربي لوبجيكتيف تاعنا درناه ربحنا ليطاب اول هدف وثاني هدف نحافظوا على القميص الاصفر انا ولا صديقي في الفريق حمزه ياسين نفس الشيء المهم قميص اصفر يقعد فريق مدار. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.